Combray de loin, à 10 lieues à la ronde, vue du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain. Et, quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu'un reste de rempart de Moyen-Âge cernait çà et là d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif. Vous arrivez de Paris, vous trouverez avec raison. Je vous prie, monsieur, recouchez-vous, vous allez attraper froid. J'étais en pyjama et toujours dans l'antichambre. Vous jugerez sans doute malséant qu'on vous réveille à cette heure-ci, mais je ne sors guère de chez moi, je me lève tard, et j'ai d'ailleurs tort de me lever, car je pèse là le lendemain, par des souffrances atroces et par un excès de soins ridicules et infinis, qui sont pourtant une nécessité, car il faut vivre avec sa maladie, on ne guérit jamais, et la maladie chronique est une vieille dame qui adore qu'on ait pour elle des égards. Vous auriez le droit de vous plaindre, vous aussi, bien que vous soyez un jeune homme et non une vieille dame, que je manque d'égards pour vous en sonnant à votre porte à minuit. Si j'ai pris cette liberté, c'est parce que j'avais le vif désir de connaître quelqu'un, il s'agit de vous, qui a émis sur moi, on me l'a rapporté. Je ne vous connais pas encore assez pour qu'on me rapporte de vous autre chose que des propos qui me soient agréables et même délicieux à entendre, qui a émis sur moi, ou plus exactement sur mon livre, des jugements, je n'aurais pas l'audace de dire les plus pertinents dans le style de notre ami Dubos, mais les plus délicats. Mais Proust avait ce débit à la fois monocorde et précipité. Précipité, non, c'était une phrase très chantante, extrêmement longue, qui n'en finissait jamais.
des mésanges bleus venaient se poser sur les branches et sautaient entre les fleurs indulgentes, comme si c'eût été un amateur d'exotisme et de couleurs qui avait artificiellement créé cette beauté vivante. Mais elle touchait jusqu'aux larmes, parce que, si loin qu'on allait dans ces effets d'art raffinés, on sentait qu'elle était naturelle, que ces pommiers étaient là en pleine campagne, comme des paysans sur une route de France. Puis, aux rayons du soleil, succédèrent subitement ceux de la pluie. Ils zébrèrent tout l'horizon, enserrèrent la file de pommiers dans leur réseau gris. Mais ceux-ci continuaient à dresser leur beauté, fleurie et rose, dans le vent devenu glacial, sous l'averse qui tombait. C'était une journée de printemps. Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers. Tout le monde aussitôt se demandait « Une visite ? Qui cela peut-il être ?» Mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swann.
maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François Le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu encore de vrais romans. J'avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François Le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux.
morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante. Quoique je ne susse pas encore et dû se remettre bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux. Aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint, comme un décor de théâtre, s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières. Ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison... La ville, par tous les temps, et du matin jusqu'au soir. La place où on m'envoyait avant déjeuner. Les rues où j'allais faire les courses. Les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui à peine y sont-ils plongés, s'étirent, Se contournent, se colorent, se différencient. deviennent des fleurs, Des maisons. des personnages consistants, irreconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin. Et celles du parc de Monsieur Swann. Et les nymphéas de la Vivonne. Et les bonnes gens du village et leurs petits logis. Et l'église. Et tout Combray et ses environs. Tout cela qui prend forme et solidité et sortie, ville et jardin, de ma tasse de thé. Il me disait que certainement la mort le poursuivait et qu'il voudrait finir son œuvre. Et qu'il serait très désolé d'avoir travaillé tant et de laisser tout inachevé. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit: « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui dis: « Et quoi? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? » Quelque chose d'immense,
quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il se redresse, il me sourit et il me dit, j'ai mille faim. Je peux mourir maintenant. Alors je lui ai dit, oh, faim, tant mieux, monsieur, votre désir est résolu. Mais qu'est-ce que j'aurai à coller comme petit papier? Et qu'est-ce que vous aurez à écrire comme correction? Ah, ça, ma chère, c'est autre chose. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous vivrez, je serai à vos côtés, près de vous. J'accompagnerai votre vie. Tel un ami fidèle qui n'attend rien en retour du lecteur tout aussi fidèle, qui découvre dans mon œuvre le reflet de sa propre vie, qui en est enrichi, comme je l'ai été moi-même, lorsque j'étais au monde. Qu'ai-je fait, sinon tenter de comprendre, d'élucider, voire de posséder un peu toute cette vie profuse, qui par la mystérieuse magie alchimique de l'écriture est devenue à son tour des personnages, des situations, des sensations, des émotions, des idées, que sais-je, où chaque lectrice, chaque lecteur ayant un peu vécu, senti, aimé et souffert, peut se reconnaître. Votre printemps, que vous avez qualifié de proustien, fut aussi le vôtre, plus que le mien, tant il est vrai que c'est la postérité qui décide de l'avenir d'une œuvre. J'aimerais revenir parmi vous pour un nouveau printemps. Et dites-moi, pourquoi pas en 2022, pour l'anniversaire de mon adieu au monde réel? Pensez-y.